Hello à tous, et là ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est une technique de base très utilisée en géologie, mais pas seulement, car on s'en sert aussi en chimie. C'est la règle du levier, et la règle du levier, c'est ce qui va nous permettre de lire et d'utiliser des diagrammes comme ceux-ci. Vous en avez des simples et vous en avez des plus compliqués, mais le point commun entre tous ces diagrammes, c'est que vous avez au moins un axe qui est relatif à une composition chimique. Cela peut être des pourcentages molaires, des pourcentages massiques, des pourcentages volumiques, peu importe. Et ce sont des diagrammes qui nous disent comment se présente la matière, c'est-à-dire sous quel état, en fonction des variations de composition chimique. Alors quand on dit sous quel état, eh bien c'est de savoir dans quelle phase va se placer tel ou tel constituant chimique. Alors j'insiste sur ces deux termes de constituant et de phase parce que c'est fondamental de bien faire la distinction entre les deux. Une phase, c'est un état particulier de la matière, défini par une certaine organisation à l'échelle atomique ou moléculaire, et aussi par une composition. Et les constituants, c'est ce qui va nous permettre de quantifier la composition chimique d'une phase. Alors on va prendre un exemple. Et là, je vous présente le diagramme de fusion-cristallisation des plagioclases. C'est le système le plus simple. Et les plagioclases, ce sont des minéraux silicatés, ce sont des feldspaths que l'on va retrouver dans presque toutes les roches dans la croûte terrestre. Vous allez en trouver dans les roches volcaniques, comme les basaltes, les andésites, etc. Vous allez en trouver dans les granites, les diorites, les gabbros, etc. Donc c'est un système important. Pour simplifier les choses, on a l'habitude de présenter les plagioclases comme des minéraux ayant une composition chimique variant entre deux pôles, le pôle albite et le pôle anorthite. L'albite, c'est le minéral sodique de formule NaAlSi3O8 et l'anorthite, c'est le minéral calcique de formule CaAl2Si2O8. Les plagioclases ont dit que cela constitue une famille. Une famille parce qu'ils n'ont pas de composition chimique bien déterminée, leur composition est variable et elle varie en fonction des conditions du milieu dans lequel ils ont cristallisé. Cela dépend de la pression, de la température et bien évidemment de la composition du bain liquide dans lequel ils ont poussé. Le truc, c'est qu'un plagioclase, c'est une association chimique, un mélange chimique de ces deux pôles, albite et anorthite. Et on a l'habitude de noter sa composition sous cette forme, par exemple, albite 30, anorthite 70. Ce qui signifie que votre plagioclase, sa composition est décrite par l'association au niveau moléculaire de 30% d'albite et de 70% d'anorthite. Le cristal de plagioclase, c'est la phase, l'albite et l'anorthite, ce sont les deux constituants. Alors attention, là où on peut manquer de rigueur, c'est quand vous avez un système à un seul constituant. Prenez par exemple l'albite. L'albite, cela cristallise et cela fond à une température bien précise, c'est 1100 degrés Celsius. Au-dessus de cette température, c'est liquide. En dessous de cette température, c'est un cristal d'albite. Donc vous avez un système avec un seul constituant, l'albite, et deux phases possibles, le liquide et le cristal, que l'on va appeler aussi albite par facilité. Donc c'est là où vous allez créer de la confusion car vous utilisez le même mot pour deux choses bien différentes, la phase cristalline et le constituant. Vous verrez plus tard, c'est quelque chose qui a son importance. Alors dans ce diagramme, vous avez deux constituants, l'albite noté AB et l'anorthite noté AN, ce sont les deux pôles chimiques et vous avez deux phases, la phase liquide, ce qu'on appelle le melt, et la phase cristallisée, c'est-à-dire le plagioclase, le cristal. C'est cela qui décrit votre système et c'est un système binaire à deux constituants, albite et anorthite. Et comment faut-il comprendre ce diagramme? Eh bien les courbes, elles délimitent des domaines d'association de phases. Ici, vous avez une association biphasique, solide plus liquide, c'est-à-dire de cristaux de plagioclase qui baignent dans un melt, le liquide. Et là, à température plus élevée, vous n'aurez que du melt, et ici, à température plus basse, vous n'aurez que du solide. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie biphasique. Et ce diagramme, il nous donne les compositions du cristal et du liquide lorsqu'ils coexistent. La courbe qui délimite la partie biphasique solide plus liquide, du domaine monophasique, exclusivement solide, c'est ce qu'on appelle le solidus. Le solidus, c'est là. C'est là où vous avez la dernière goutte de liquide qui disparaît quand vous refroidissez votre système. Le solidus, c'est aussi là où la première goutte de liquide apparaît quand vous chauffez un solide. Le liquidus, c'est facile, c'est l'opposé. Le liquidus, c'est lorsque vous êtes sur la courbe qui marque la première apparition d'une particule solide qui précipite quand vous refroidissez un liquide, et c'est aussi la courbe qui marque la disparition de la dernière particule solide quand vous réchauffez un mélange de solide plus liquide. C'est bon, vous me suivez ? Alors, il existe une autre notation que j'aime bien utiliser, c'est celle-là, et que vous pouvez généraliser à des systèmes plus complexes. La lettre entre parenthèses désigne la phase sur le point de disparaître ou d'apparaître, et en dehors des parenthèses, vous avez la phase prédominante.
Et dans le domaine biphasique solide plus liquide, vous avez un équilibre chimique qui se fait. Je ne vais pas développer plus loin pour le moment, mais sachez que cet équilibre thermodynamique, il se traduit par l'expression de deux équations qui s'écrivent comme cela, et qui signifie que vous avez des transferts de constituants entre les différentes phases. Et ainsi, la concentration d'albite dans le liquide dépend de la concentration d'albite dans le solide et vice-versa. Et pareil pour l'anorthite. Et les concentrations dans les phases solides ou liquides en équilibre, ce sont des points sur les courbes solidus et liquidus. Et ces points, je vais le relier par un segment. Dans le langage anglo-saxon, ce segment, c'est ce qu'on appelle une tie line. En bon français, c'est ce qu'on appelle une conode. C'est un segment qui connecte deux nœuds représentant deux phases distinctes en équilibre. Et ici, le carré rouge, c'est la composition globale de mon système en albite. Et ici, pour l'exemple, j'ai pris une valeur de 0,6, c'est-à-dire 60% d'albite. Et mon système, il est clos. Et comme mon système est clos, cette valeur, elle est constante. Elle ne bouge pas. Alors, toutes ces choses étant dites, revenons à la règle du levier. La règle du levier, elle va s'appliquer quand vous avez deux phases de composition bien distinctes. Bon. On va introduire des notations. Pour simplifier, je vais mettre des chiffres. Par exemple, le chiffre 1, ça représente l'albite. Le chiffre 2, ça représente l'anorthite. Et je vais discuter en termes de mol, en termes de fraction molaire. XS1, c'est la fraction molaire d'albite dans le cristal, dans la phase solide. XS2, c'est la fraction molaire d'anorthite dans la phase solide. XL1, c'est la fraction molaire d'albite dans le liquide. Et XL2, c'est la fraction molaire d'anorthite dans le liquide. Et je vais noter XO, la composition globale en albite du système, c'est-à-dire celle du liquide avant l'émission, et je vais noter XO2, la composition globale en anorthite. Et bien sûr, on a ces égalités. Alors maintenant, je vais écrire les équations de conservation de la composition globale. C'est ce qu'on appelle faire un bilan de matière. Et je vais noter petit n L, le nombre total de moles dans le liquide, petit n S, le nombre de moles dans le solide, et petit n O, le nombre total de moles. Et j'écris cette équation qui me dit que le nombre de moles d'albite, c'est égal au nombre de moles d'albite dans le liquide, plus le nombre de moles d'albite dans le solide. Bon, je veux faire disparaître les nombres de moles. Pour simplifier, je divise par NO, et ce faisant, j'introduis petit f, la proportion molaire de liquide. Et on arrive à cette équation. Cette équation, c'est l'expression du bilan de matière pour l'albite. Et si je réorganise les termes de cette équation, je l'isole petit f, la proportion molaire de liquide, et j'arrive à cela. Voilà, connaissant les compositions, je peux remonter aux proportions molaires. Alors, la règle du levier, c'est un moyen mnémotechnique pour remonter à petit f, sans avoir à refaire toute cette dérivation. J'ai l'habitude d'exprimer les choses comme ceci. Dans votre diagramme, vous repérez le point relatif à la phase pour laquelle vous voulez calculer la fraction molaire, par exemple ici pour le liquide. Eh bien, pour calculer petit f, vous faites le rapport du segment opposé sur le segment total. Et cela nous donne ceci. Et si vous voulez calculer la proportion molaire de solide, eh bien, c'est toujours la même règle. Vous faites le segment opposé sur le segment total. Le pôle solide, il est là. Vous prenez ce segment opposé et vous mesurez la longueur du segment total et vous faites le rapport de ces deux longueurs. Bon, faisons une application numérique. La fraction molaire de liquide, elle est de 34%, la fraction molaire de solide, elle est de 66%. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est que plus votre point du milieu, il est proche de l'un des pôles phasiques, plus cette phase, elle sera importante. Alors, pourquoi est-ce que l'on appelle cela la règle du levier? Eh bien, l'importance relative d'une phase, elle va dépendre de sa proximité avec le pivot central. Plus elle est proche de ce pivot, plus cette phase, elle sera importante. Et en fait, pour donner une image, c'est le même phénomène qui est utilisé quand on mesure une masse avec une balance à levier. C'est de la mécanique du solide, et quand vous avez un équilibre avec les bras de la balance, en position parfaitement horizontale, vous avez cette équation. Le produit des masses et de la longueur des bras, c'est une constante. Les proportions molaires des phases, c'est comme des masses, et la longueur des bras, vous l'avez à partir des petits x, des fractions molaires. Et vous décrivez cette équation, et on peut la vérifier. Et si je reprends cette équation pour isoler petit f, eh bien, on retrouve bien la relation petit f qui est égal au segment opposé divisé par le segment total. Dit autrement, le poids relatif d'une masse pendue à un bras est donné par la longueur relative du bras opposé. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. À bientôt.